j'espère que vous allez bien, que vous vous reposez bien pendant ces vacances après les derniers examens. Et peut-être que vos examens se passent après décembre et dans ce cas-là, je suis vraiment désolée pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo que j'ai attendue avec impatience. Clairement, j'y pensais tous les mois. Et enfin, je peux vous présenter mon récap cinéma 2025. Cette année, j'ai regardé plus de 70 films de tous les genres possibles et inimaginables. J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai remis toute ma vie en question. Et dans cette vidéo, je vous propose un petit résumé de tous les films qui m'ont le plus marqué pendant cette année 2025. Alors clairement, on va commencer très fort avec Sirat. Pour tous ceux qui se demanderaient qu'est-ce que c'est ce nom de film bizarre, eh bien Sirat, c'est un nom religieux, un terme qui définit la fine frontière entre le monde des morts et le monde des vivants. Donc clairement, ça met le cadre. C'est un film vraiment sans fioriture, très très simple, très peu de dialogue, juste de la musique, des belles images et des scènes percutantes auxquelles on ne s'attend pas du tout. Et surtout, la fin est juste très poignante parce qu'on se rend compte que c'est un film très engagé qui parle de problèmes géopolitiques très très graves. Et il l'apporte d'une manière incroyable. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est la manière de filmer le désert. En général, nous, occidentaux, on a tendance à le caractériser comme quelque chose d'exotique, limite quelque chose à apprivoiser. Ici, le désert est très brut, il est comme il est, et il peut à la fois symboliser un refuge et un danger, comme quelque chose qui peut se retourner contre nous. Donc, franchement, top, allez le voir. Ou regardez-le en tout cas sur un grand écran pour bien profiter. Maintenant, si je vous dis Corée du Sud, inégalité sociale et broche à saucisse, forcément vous allez me répondre Parasite. J'ai vu ce thriller seulement cette année, honte à moi, j'avoue, j'avais pas du tout eu l'occasion de le voir avant. Et quelle surprise! J'ai trouvé la morale du film tellement bien apportée d'une manière très intelligente. En général, les thrillers, s'il y a une morale derrière, c'est qu'elle est vraiment très très affichée, d'une manière très américaine. Mais là, j'ai trouvé ça très bien amené et la signification des images est très très forte. Quand on regarde Parasite, il faut se mettre à l'esprit que ça parle d'inégalité sociale. Et si on utilise un petit peu ce filtre, on voit énormément de choses dans les images qui retransmettent justement cette idée d'inégalité, que ce soit dans la manière de tourner la caméra pour avoir un côté plus haut, un côté plus bas, ou alors la manière de scinder les scènes en deux. Enfin bref, c'est très très bien amené, très intelligent. J'aime énormément ce réalisateur. D'ailleurs, je fais une petite aparté à propos de Mickey 17 parce que j'ai entendu énormément d'avis négatifs sur ce film. Alors oui, il est très différent de Parasite et je pense que les gens ne s'attendaient pas à ça. Je comprends que la comédie ça ne plaise pas à tout le monde et que la caricature de Trump est vraiment très très évidente. Peut-être trop évidente pour certaines et pas assez subtile. Sauf que j'aime quand les réalisateurs testent de nouvelles choses, ils nous proposent une autre version de ce qu'ils ont fait dans le passé. Et ici, la caricature de Trump, le personnage vraiment le tyran, est très imprévisible. Donc il a beau être ridicule, idiot, et on a beau s'en moquer tout le long du film, on ne peut pas prévoir les choses qu'ils font, et c'est une peur qu'on a tout le long du film de se dire mais il est tellement horrible, mais qu'est-ce qu'il va prévoir par la suite, quelle chose affreuse il va bien pouvoir faire. Et c'est là où le réalisateur, pour moi, gagne des points. C'est que même si on se moque du personnage, eh bien il reste quand même dangereux. Et on sait qu'il est dangereux. Là où l'humour a tendance parfois à cacher le problème, eh bien là, il sert le problème à le mettre en avant et à l'expliquer. Un autre thriller, cette fois-ci un petit peu plus classique, que j'ai beaucoup aimé, c'est Les lignes courbes de Dieu. Pour celui-là, imaginez Shutter Island, mais avec une femme hyper charismatique, hyper badass et beaucoup plus lumineux. C'est vrai que dans les films avec des asiles ou avec des problèmes psychiatriques, on a tendance à avoir une ambiance très sombre, des images très noires, mais là j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de lumière, beaucoup de couleurs et c'est plutôt agréable à voir. Ça change et pourtant ça marche très très bien.
Alors cette année j'ai pas vu énormément de comédies et surtout j'en ai pas vu qui m'ont beaucoup plu. J'ai regardé au cinéma L'amour c'est surcoté, mais pas au point d'en être une pépite cinématographique. Par contre, j'ai regardé 2 OSS 117. J'ai regardé Au Caire et Rio de Janeiro. Bah Jean Dujardin, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Jean Dujardin avec un humour de dingue et son rire si emblématique que j'aime trop. Et les autres acteurs, actrices étaient aussi très très bien. La manière d'utiliser des blagues racistes et sexistes pour critiquer le racisme et le sexisme, pour moi, c'est la meilleure manière de sensibiliser à ces sujets-là. Parce qu'on passe un bon moment tout simplement. On n'a pas envie d'avoir des films moralisateurs qui nous plombent le moral tout le temps. C'est important d'avoir des films graves et très sérieux, mais ça fait du bien aussi de réfléchir à ces thèmes-là en rigolant et en passant un bon moment. Donc oui, c'est des superbes comédies que je pourrais regarder encore des dizaines de fois sans problème. Maintenant, parlons un petit peu des drames. Donc si vous n'avez pas suivi ma vidéo de l'année dernière, c'est vraiment mon genre préféré et j'en ai regardé pas mal cette année, même énormément. Et il y en a 3 qui sortent du lot. Le premier drame, c'est The Brutalist, que j'ai vu au cinéma, que j'ai eu la chance de voir au cinéma. C'est des films qu'il faut voir sur un grand écran. C'était une grande claque. Je ne m'attendais pas au plot twist, mais alors vraiment pas. Certains l'ont deviné dès le début du film, pour moi c'était pas clair du tout. Ça m'a permis de mieux comprendre en plus un courant d'architecture, alors que je m'intéresse pas du tout à l'architecture de base. Donc pour ça, franchement top. Si on peut avoir un film qui nous apprend des choses, c'est encore mieux. On parle d'immigration, on parle d'exploitation, on parle de violence sexuelle. Enfin, c'est pas un film très beau et très plaisant à voir. Les images aussi sont très très brutes. On voit des gros blocs de béton, on voit des paysages très abrupts. On a des scènes très très sombres qui donnent pas du tout envie de regarder. Surtout que c'est quand même un film de 4 heures, donc il faut s'accrocher. 4 heures avec des entr'actes et avec des actes, disons-le. Ça permet vraiment de compartimenter le film et de le rendre beaucoup plus digeste. Même si un bloc de 4 heures, ça reste quand même un bloc de 4 heures, ça rend la lecture beaucoup plus agréable. Bon, après, je parle des films de 3 heures, mais je suis de moins en moins adepte des films trop longs, tout simplement parce que des gens ne veulent pas couper des scènes au montage. C'est une erreur de vouloir tout garder. À un moment donné, on regarde un film, on ne lit pas un roman. Ça, certains l'ont oublié. Ensuite, parlons d'un film réalisé par une femme, parce que c'est très très rare et que ça fait plaisir. Et je vais parler de Lady Bird, qui a été réalisé par Greta Gerwig, ma réalisatrice préférée, bien évidemment. Lady Bird, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit son adolescence aux États-Unis, dans la campagne, dans un lycée catholique, et voilà. C'est une histoire très simple, très pure, avec des rebondissements limite quotidiens. On est vraiment plongé dans le quotidien de cette adolescence, dans son esprit en quelque sorte, sa manière de voir le monde, et je trouve ça très très beau, très sensible. Les images sont belles et elles sont très touchantes, surtout la fin où la jeune fille rentre à l'université, où elle se rend compte de la chance qu'elle avait d'avoir ses parents, des parents qui l'aiment et qui l'accompagnaient. Donc franchement très beau film, j'ai rien d'autre à dire. Maintenant parlons de Amen, un film de dépressif. Clairement, il faut le regarder et être assez accroché parce que ça traite de thèmes très très durs. On parle d'un prêtre et d'un officier allemand qui vont découvrir le massacre de juifs et d'handicapés dans les camps de la mort. Donc oui, le thème est vraiment pas fou, même s'il ne sera jamais assez traité au cinéma, à mon goût. Les 2 personnages vont essayer tant bien que mal d'alerter les autorités et toutes les personnes qu'il y a autour d'eux. Ils ne savent pas trop comment gérer entre la famille, le devoir moral, les dangers qui les guettent. Mais dans tous les cas, ils vont essayer d'agir. Le prêtre, lui, va essayer d'avertir le Vatican, qui ne va pas l'écouter sur ses horreurs et qui va même être de connivence avec les Allemands. Et l'officier, lui, va essayer de saboter toutes les actions allemandes possibles et inimaginables. Sauf que ça, c'est très dur quand tes supérieurs te demandent de créer les gaz qui vont servir à massacrer les juifs et les handicapés. Oui. Ce film est assez vieux, on le voit à l'écran. Il a quand même été réalisé en 1994.
C'est d'ailleurs un des premiers rôles de Mathieu Kassovitz, là où il s'est fait en tout cas bien connaître. J'ai énormément aimé son jeu, même si on sent que ça fait pas très très longtemps qu'il est acteur, mais ça reste quand même très poignant. Maintenant, parlons de l'action, un genre que j'apprécie énormément aussi parce que ça me rappelle beaucoup de souvenirs d'enfance quand je regardais des films avec mes grands frères, mais que je ne regarde pas beaucoup, tout simplement parce que je préfère le voir sur un grand écran, donc chez moi, chez mes parents, ou alors au cinéma. Et cette année, à part F1 et Mission Impossible, on n'a pas eu énormément de films d'action. En tout cas, je n'ai pas eu l'impression. Donc, quand je regarde sur mon ordinateur, c'est vraiment que je suis motivée. Bien évidemment, je ne pouvais pas parler d'action sans parler de Batman. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de me justifier? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Regardez-moi, Batman. Regardez comme il est beau. J'ai pas besoin de me justifier. C'est tout. Je me suis aussi mise à Pirates des Caraïbes. Enfin, j'ai rattrapé toute la saga et c'était un petit peu long, mais j'ai bien kiffé ma vie. J'ai trop aimé l'humour, j'ai trop aimé les scènes d'action, j'ai trop aimé les musiques, j'ai trop aimé Johnny Depp, j'ai trop aimé Will Turner, que j'apprécie énormément aussi. Et voilà, j'ai tout aimé de Pirates des Caraïbes. Incroyable. Je saurais pas quoi dire de plus. Maintenant, la seule chose qui me manque, c'est regarder Le Seigneur des Anneaux et The Hobbit. Voilà, mais ça aussi, c'est long. Et il faut que j'ai le temps. Et je n'ai pas le temps. J'en avais pas parlé l'année dernière des courts-métrages, mais je trouve ça aussi important parce que c'est pas très très reconnu. En tout cas, en France, on ne reconnaît pas énormément les courts-métrages, je trouve. On a des festivals, oui, mais ça reste pas très connu du grand public, alors que certains courts-métrages sont très très bien. Celui que j'ai préféré cette année, c'était Copier-Cloner. Un court-métrage que j'ai vu avant une séance de cinéma. C'était pendant un festival et il passait des courts-métrages à chaque début de film. Très très intéressant sur l'élevage intensif et tout ce que ça va causer à l'intérieur même de l'élevage, au-delà des conséquences sur la planète, au-delà des conséquences sur la santé des personnes qui mangent de la viande. Ça parle aussi des problèmes internes à l'élevage, comment est-ce que ça pourrit tout simplement le cycle de l'animal, que ça engendre des maladies, etc. C'était incroyable parce que j'ai trouvé la manière de l'apporter très très différente de ce qu'on peut avoir d'habitude. C'était sous forme d'ordinateur avec des fenêtres qui s'ouvraient, qui se fermaient, des anomalies, tout était comme digitalisé et j'ai trouvé ça très intéressant, surtout dans un monde où aujourd'hui tout est digitalisé et où on comprend tellement mieux le langage d'un ordinateur que le langage humain. J'ai trouvé ça très intéressant. On est d'accord, quand on regarde un film et qu'on pleure, c'est très souvent à la fin. Parce que le dénouement des films, c'est un moment plein d'émotions, parfois on est choqué, parfois on est déçu, très souvent on est heureux de la fin. Bref, ça se passe souvent vers les 10 dernières minutes. Mais est-ce que vous avez déjà pleuré aux 10 premières minutes d'un film? Moi personnellement, ça m'était jamais arrivé jusqu'à Suzume. Suzume, c'est un film incroyable, par le même réalisateur que Your Name d'ailleurs, et qui était dans mon top de l'année dernière. Et j'ai pleuré dès la première scène. C'est la première fois que ça m'arrivait, je savais pas que c'était possible, mais l'ouverture, enfin plutôt la fermeture de la porte est juste incroyable. La manière dont tout a été animé, les couleurs, les quelques brides de dialogue par-ci par-là, la musique, c'est incroyable. Donc bien évidemment, je recommande Suzume et je recommande aussi tous les animés de Makoto Shinkai, même s'ils utilisent le même schéma narratif comme j'ai pu l'entendre dire. Oui, ok, les histoires se répètent, ils utilisent souvent les mêmes procédés et alors, ça marche, on aime. C'est un film réconfort que j'ai envie de revoir. Bon, celui-ci, je ne savais pas trop où le mettre. Est-ce que je parlais de documentaire? Est-ce que je parlais de thriller, de drame? J'en avais aucune idée, pour être honnête, parce qu'il était beaucoup trop fort. Je parle de Muganga. Muganga, ça parle du viol des femmes comme arme de guerre, surtout en République démocratique du Congo. Alors oui, il n'est pas parfait. Alors oui, niveau réalisation, on a vu mieux cette année. Mais ce film est juste nécessaire. Il parle d'un thème qui a été très peu abordé, avec une grande violence, mais qui est quand même très bien maîtrisé. Je fais aussi une petite parenthèse à propos de la violence du film.
J'ai vu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, des avis positifs, mais aussi des avis négatifs, avec des gens qui disaient que la violence était trop importante dans le film et qu'elle ne permettait pas de voir ou de comprendre les solutions au viol des femmes comme arme de guerre. Alors, j'aimerais comprendre le raisonnement de certaines personnes. Nous avons la chance, nous, de pouvoir fermer les yeux devant une scène de film ou de partir de la salle de cinéma si nous sommes trop sensibles. C'est la sensibilité à chacun et ça se respecte. En revanche, ces femmes n'ont pas la chance de pouvoir fermer les yeux quand on leur inflige de telles souffrances. Alors, j'aimerais comprendre l'argument des personnes qui disent que le film est trop violent, sachant qu'il reste quand même regardable. Et en quoi cela pose un problème pour la prise de recul? Justement, est-ce que c'est parce qu'on ne prend pas trop de recul qu'on n'agit pas et qu'on ne sait pas comment réagir à ce genre de situation? Je pose ça là. J'ai été extrêmement outrée parce que j'ai pu voir comme vidéo, comme réaction, tout simplement des personnes qui n'ont pas compris le but du film. Voilà, c'était ma petite parenthèse sur les avis que j'ai pu voir sur ce film. En général, je ne réagis pas trop aux avis parce que je considère que un film plaît ou ne plaît pas, ça c'est les goûts de chacun et ça ne se discute pas. En revanche, lorsqu'on parle là d'une situation réelle qui se passe tous les jours, où des milliers de femmes sont violées tous les jours, j'avoue, j'ai du mal à comprendre. Je voulais quand même parler de 2 films qui m'avaient marqué dans le sens négatif du terme. Parce que même s'il y a énormément de films que je conseille, il y en a certains où j'ai un peu du mal à comprendre et à saisir l'intérêt du film. Le premier dont je vais parler, c'est La Belle et la Bête, la version de 2014. Alors oui, on peut dire tout ce qu'on veut. Les décors, ils sont beaux, le scénario, il est bon, les acteurs jouent bien, tatati, tatata, je comprends. Mais alors, est-ce qu'on pourrait parler du jeu de Vincent Cassel qui est extrêmement dérangeant à l'égard des femmes? Je ne sais pas si c'est un choix du réalisateur, je ne sais pas si c'est un choix de jeu de Vincent Cassel, mais il est extrêmement malaisant. J'ai trouvé la manière de tourner cette romance très agressive, d'une manière très dominante, virile, tout ce qu'on veut. Les films plus récents nous ont bien montré que La Belle et la Bête peut être une histoire mignonne, d'une romance agréable. Autre film qui m'a dérangé, c'est Lancelot. Alors, Lancelot. On annonce ce film comme aventure et romance. Pourquoi est-ce que, par romance, on entend juste une histoire de tromperie avec une notion du consentement extrêmement limite? Enfin, je veux dire, embrasser 2 fois une femme alors qu'elle vous a dit non, et qu'au final elle tombe amoureuse de vous, c'est vrai que c'est très réaliste. Non? Bref, je vais pas m'étaler sur le sujet, j'ai trouvé le film mauvais déjà, et en plus si l'histoire derrière est malaisante, je ne vois pas l'intérêt de le regarder à nouveau. Donc non. Bref, c'était une petite aparté. Voilà, j'étais un petit peu négative pendant quelques minutes, mais il fallait que je m'exprime parce que même s'il y a beaucoup de films que j'aime et que j'essaie d'avoir un regard qui ne juge pas, qui ne critique pas trop facilement un film, parce que je considère que c'est quand même un réalisateur ou une réalisatrice qui a mis des années, parfois des décennies, à créer, imaginer une histoire. On a quand même du respect à devoir à certains films, mais il y a des histoires qui me dérangent un peu, et des morales qui ne sont pour moi pas du tout satisfaisantes. Bien sûr, je ne suis personne pour juger les films que vous regardez, mais en tout cas, moi ça m'a dérangée, et je ne les recommande pas du tout. Vous remarquerez aussi que dans cette vidéo, j'ai pas beaucoup parlé de romance, tout simplement parce que j'en ai presque pas regardé cette année. À la limite, j'ai regardé The Holiday dans le train, mais c'était pas incroyable non plus. C'est un film classique, avec une romance classique, qui m'a pas transcendée, mais c'était plutôt cool. Et enfin, mesdames, messieurs, il est temps de passer à mon top 3, les 3 films que j'ai préférés cette année, et ceux qui m'ont fait vibrer, c'est ceux avec lesquels j'ai ressenti le plus d'émotions. Donc c'est parti pour mon top 3. En
troisième position, on va retrouver Robin des Bois, le prince des voleurs. Alors, il y a énormément de raisons pour lesquelles je l'ai aimé. Premièrement, Morgan Freeman. Deuxièmement, les décors. Troisièmement, le scénario qui est incroyable. Quatrièmement, les scènes d'action. Cinquièmement, la romance qui est très très mignonne. Et en plus, en second plan, comme je l'aime. Sixièmement, la musique. Ce film est une petite pépite. J'ai trop aimé. C'est un film réconfort que j'ai regardé une deuxième fois, 2 semaines plus tard, pour vous dire à quel point je l'aime, ce film. En deuxième position, j'étais obligée de mettre un film de Denis Villeneuve, tout simplement parce que c'est mon réalisateur préféré et que tout ce qu'il fait est banger. Donc forcément je vais mettre The Arrival. The Arrival, c'est un film de science-fiction qui explore plein de thèmes différents sur la relation au temps, sur le langage et sur l'inconnu, l'étranger. Donc autrement dit, plein de thèmes hyper intéressants, condensés dans un super film de science-fiction qui nous retourne le cerveau. Forcément que j'allais aimer. En plus, les images sont magnifiques, comme d'habitude. Et avec Jérémy, cet acteur incroyable, que j'aime beaucoup trop, et qui joue beaucoup trop bien. Et enfin, mon premier. Et je sais très bien que pour les puristes, ça ne vous plaira pas. Mais The Batman. Alors, est-ce que je préfère The Batman à Batman Begins ? Ça, je ne suis pas sûre, parce que Batman Begins c'est quand même fait par Christopher Nolan, donc faut pas abuser. Mais ce Batman, c'est quand même franchement fort. J'ai beaucoup aimé la noirceur du film et surtout la faiblesse de Batman. Enfin un super héros qui est tourmenté, on peut le dire comme ça. Je pense que j'avais très peu d'attentes pour The Batman, tout simplement à cause de Robert Pattinson. Parce que qui misait sur Robert Pattinson comme Batman? Enfin, franchement, fallait être visionnaire. Je n'avais pas du tout cette image-là. Pour moi, c'était Twilight, et c'est tout. Pour moi, c'était High Life, un film que j'ai détesté d'ailleurs. Donc, non, je n'aurais pas parié sur lui. Et quelle claque. Franchement, il joue beaucoup trop bien, les gens tourmentés. Il faut qu'il continue dans cette voie-là. C'est un Batman qui est faible, c'est un Batman qui est très violent, il est viscéral, et c'est un Batman plus que réaliste. Là où Christopher Nolan arrive à nous donner l'illusion d'un Batman qui est un petit peu faible, qui doit aussi se confronter à ses peurs, etc. Robert Pattinson, lui, il nous montre ce que c'est vraiment un héros tourmenté. Et ça fait plaisir. Ah, et si vous vous demandiez mon avis sur The Dark Knight Rises, pour moi c'est de la grosse daube. Je crois que j'ai fait un énorme commentaire Letterboxd pour expliquer tout ce qui ne va pas dans ce film. Parce que pour moi, Christopher Nolan a fait un film de trop et c'était vraiment affreux. Une grosse déception. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi personnellement, j'ai pris énormément de plaisir à la filmer. C'est toujours un grand moment pour moi, le récap cinéma 2025. Je me pose 50 000 questions pour savoir quel film était meilleur que l'autre. En général, j'avoue, c'est surtout les émotions qui vont me faire jouer. Je peux avoir un film incroyable, mais s'il ne me fait pas vibrer, s'il ne me fait pas ressentir beaucoup d'émotions, il sera quand même moins bien que les autres. Donc j'espère que vous aurez aimé et j'espère que ça vous aura surtout donné envie de découvrir de nouvelles œuvres et de vous ouvrir un petit peu à de nouveaux films, de nouveaux genres. Voilà, parce que c'est ça aussi le cinéma, c'est découvrir toujours plus de choses et s'amuser. Et se découvrir aussi un peu soi-même par la même occasion. Donc voilà, bisous!